puisque Nivine a travaillé le sujet, notamment en carte, et ça permet aussi de se rendre un peu plus compte. En quelques jours, Thomas nous l'a un peu évoqué, Nivine, les Russes ont avancé bien plus vite que ce qu'on avait pu observer dernièrement, hein. Effectivement, on savait que les Russes avançaient très vite dans l'est de l'Ukraine. Un chiffre le résume désormais, 278 comme le nombre de kilomètres carrés pris par les Russes en seulement une semaine autour de Robotyne, vous le disiez hier, mais surtout dans la région de Kharkiv, dans cette bande dont on parle énormément depuis une semaine, qui va de la ville de Vovtchang à celle de Lipsty. Là, les Russes ont conquis précisément 257 kilomètres entre le 9 et le 15 mai. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ce territoire c'est quasiment 2,5 fois Paris. Pour les sudistes, c'est un peu plus grand que la ville de Marseille. Ce calcul il a été réalisé par nos confrères de l'AFP avec les données de l'ISW. Alors évidemment, on a vérifié, on a refait ces calculs et dans le détail, à l'heure où on se parle, parce qu'évidemment la situation évolue très rapidement, les Russes sont parvenus très précisément à reprendre 170 km² aux abords de cette ville de Vovtchang, et c'est précisément 87 km² autour de celle de Lipsy. Je vous le rappelle, en seulement une semaine, l'armée russe n'avait pas avancé aussi vite depuis décembre 2022, depuis 18 mois. Donc, à l'époque, souvenez-vous, les Russes avaient lancé une très vaste offensive dans le Donbass, plus précisément dans l'oblast de Lugansk. Vous vous souvenez peut-être de ces images, de cette colonne de blindés s'avançant vers Lugansk, plus de 200 chars T-90. Les Russes, à l'époque, ils avaient repris 350 km² en seulement une semaine, mais c'est parce qu'ils avaient reculé juste avant. Là, cette fois, la donne a changé puisque les Russes, ils enchaînent les succès, on peut le dire, sur le terrain. Et si l'armée avance aussi vite, eh bien, c'est parce que les Ukrainiens en phase 2 manquent de tout ou presque. Ils manquent d'hommes, il manque de munitions, il manque de réserves en arrière. Il manque également de fortifications. C'est très intéressant puisqu'en fait, Kiev n'a pas assez protégé cette zone, pas assez protégé sa frontière, faute de moyens bien évidemment. Et puis, on l'a entendu dans les témoignages de ces soldats ces derniers jours, eh bien l'Ukraine, elle manque également de préparation, voire de coordination entre les unités, chacune d'entre elles étant un peu livrée à elle-même, sans forcément d'informations lui venant de plus haut du commandement, avec parfois des soldats peu entraînés, en tout cas peu entraînés à ces situations de crise, avec, on le disait, cette nouvelle stratégie des Russes. On vous en parlait hier, stratégie qui consiste à envoyer des toutes petites unités, des groupes de 5 personnes pour déstabiliser et asphyxier l'adversaire. Alors pour l'instant, on le voit, cette stratégie, elle fonctionne puisque les Russes avancent, mais la question que l'on se pose, c'est évidemment jusqu'à quand. Kiev a envoyé du renfort ces derniers jours, on le sait, ça va peut-être stopper l'hémorragie. Et puis selon l'ISW, cette stratégie, elle pourrait provoquer un ralentissement du rythme global de l'offensive russe dans cette direction donc de Kharkiv. Pour rappel, pour remettre un peu en contexte, en situation, depuis le début de l'année, en 5 mois seulement, les Russes sont parvenus à prendre 800 km². C'est plus que l'ensemble de l'année 2023. C'est dire le rythme effectivement très, très rapide de l'avancée des Russes. Mais il reste évidemment encore 7 mois aux Ukrainiens pour reprendre ces territoires qui viennent d'être conquis par la Russie. Et puis pour rappel, un autre chiffre qui est évidemment très important, c'est la superficie prise par les Russes depuis le début de cette guerre, 65 000 km². Ça représente 12% du territoire ukrainien. Merci beaucoup, Nivine Votros. Je voudrais une question pour vous, Général, parce que évidemment l'armée russe avance, mais c'est aussi sans doute parce que l'état-major ukrainien a décidé de se replier. Est-ce qu'un repli peut arrêter une avancée ? Je dirais, est-ce qu'un repli peut être... est-ce qu'on peut réussir son repli ? Oui, s'il est bien organisé et bien planifié par l'état-major. Alors j'ai entendu dire quand même que l'état-major posait quelques problèmes en termes de coordination. C'est ce qu'a souligné Nivine. C'est ça la question. Et puis quand vous êtes bousculé, si vous n'avez pas totalement préparé les différentes possibilités dans votre planification en amont, vous faites du mieux que vous pouvez. Donc je pense qu'actuellement les Ukrainiens sont bousculés.
parce que toutes les mesures n'ont pas été prises à temps, peut-être parce qu'on ne pensait pas qu'effectivement les Russes remettraient une offensive contre Kharkiv ou dans sa région plutôt. Ça expliquerait peut-être pourquoi un général ukrainien qui commandait la zone de Kharkiv a été licencié la semaine dernière. C'est-à-dire que tout n'a pas été fait, on n'a pas pris la menace au sérieux. Et remplacé par celui qui avait permis la libération de Kherson. Hein. Voilà, mais en même temps, tout ne va pas être réglé en quelques jours. Donc ce qui se passe aujourd'hui, sans aucun doute, c'est que les Ukrainiens, d'abord, ils bouchent les trous avec des nouvelles brigades, ça c'est ce qui apparaît manifeste, mais je dirais qu'il y a un effet secondaire, ce qui veut dire que, est-ce que ce n'est pas l'objectif des Russes d'attirer des brigades là pour qu'elles ne soient pas ailleurs? Et donc on reparle à Avdiivka, on parle de Bakhmout, effectivement des zones, et même Robotinier, qui permet effectivement, vu il y a un affaiblissement de la ligne de front, par manque de troupes, eh ben oui, Kharkiv peut être cet objectif-là, parce que moi je ne pense pas que Kharkiv soit vraiment l'objectif. L'objectif, c'est d'attirer les unités ukrainiennes. Et puis bon, là pour revenir directement à votre question sur le fait, est-ce que le fait de se replier permet de rétablir une situation? Oui, à condition qu'on ait anticipé l'affaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des retranchements qui existent déjà, mais au bout de 10-15 kilomètres, généralement, bon, c'est ce que c'est dans les ordres de bataille des corps mécanisés, on sait que de toute façon, l'ennemi qui avance s'essouffle. Donc il y a un temps mort ou à 15-20 kilomètres, mais ça sera près de Kharkiv. Donc là, il faut s'inquiéter. En fait, la question qu'on peut se poser aussi, et d'ailleurs hier, c'était un petit peu évoqué, c'était de savoir si dans la stratégie russe, Nivin nous avait détaillé cette stratégie russe avec des petits groupes de 5, etc., il n'y avait pas aussi une stratégie de fracturation de la société ukrainienne. Je vais revenir là-dessus parce que pour d'autres, c'est vrai que c'est d'autant plus éruptif quand ça se passe pas bien, évidemment. C'est évident et nos envoyés spéciaux nous le disent assez régulièrement. On commence à entendre pas mal de voix s'élever dans les rangs des soldats, notamment. Écoutez cette soldate, par exemple. Alors vous allez voir, son discours est assez dur et en même temps, on peut sans doute la comprendre, bien évidemment. Écoutez. Je n'ai rien contre les centres territoriaux de recrutement car je comprends que les gens au front aient besoin d'être remplacés. Ils sont tous épuisés, ils sont tous fatigués. Mais si vous êtes un citoyen ukrainien, vous devez agir en conséquence. Vous devez faire quelque chose pour gagner. Ceux qui vivent comme ça se promènent tranquillement. Je ne sais pas comment leur conscience le leur permet. Arlette, c'est vrai qu'on peut comprendre effectivement, et cette fracturation, elle peut être dangereuse, politiquement, on s'entend. C'est dangereux sur tous les plans, parce que si je reviens d'un mot sur l'expression utilisée par l'ISW, c'est ralentir l'offensive russe. Ce n'est pas stopper. C'est pas la stopper. C'est bien ralentir l'offensive. Donc ça veut dire que, pour l'instant, en tout cas, ces spécialistes comme ceux de l'ISW pensent que l'offensive va continuer. Et ça fait des semaines qu'on dit petit à petit, on minimisait au fond ces avancées en disant mais c'est rien du tout. Rien du tout, c'est des petites gouttes d'eau. Mais donc voilà, donc ça c'est assez pessimiste. Et le deuxième plan qui est effectivement très préoccupant depuis des mois, c'est est-ce que la société ukrainienne tient? On a parlé pendant des semaines et on s'est interrogé sur le problème de la mobilisation, du retour contraint, forcé de ceux qui ont préféré partir pour l'Europe, avec coopération annoncée de la Pologne, un refus de l'Allemagne de renvoyer ceux qui sont venus se réfugier. Et à l'intérieur du pays, on comprend que comme cette jeune femme qui s'engage, quand elle voit sans doute dans certaines villes, dans la capitale Kiev, des gens qui vivent bien pendant qu'elle a l'uniforme et risque sa vie, c'est une difficulté énorme, c'est bien entendu. Et y compris d'ailleurs, et on le dit à chaque fois, en écho pour nous. À un moment, on dit envoyer des troupes au sol dans un pays qui se fracture petit à petit parce qu'il y a des gens... Et on peut comprendre, moi je porte aucun jugement parce que je pense que c'est impossible on de porter comprend un bien, mais on est passé de l'enthousiasme, de l'élan patriotique qui nous a fait admirer tous ces Ukrainiens qui allaient se battre. Et franchement, on avait raison de les admirer, on les admire toujours. En revanche, s'il y a une partie de cette... notamment de la jeunesse qui ne veut pas se battre pour son pays, il faut aussi un moment peut-être en tirer des conséquences. Certains, en tout cas, ne manqueront pas d'en tirer des conséquences et les Russes en profitent, mais un maximum. Oui, avec le risque de règlement de compte également. Vous voulez dire un mot là-dessus, Tati ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Arlette, mais certains disent aussi qu'on ne veut pas se battre dans de mauvaises conditions. Bien sûr. Le fait que les États-Unis aient accepté enfin de libérer de l'aide et que les armes arrivent, donc on peut se poser la question quand même de ces retraits ukrainiens, ils sont aussi liés, on le sait, au manque de munitions qui court depuis plusieurs semaines. Donc à un moment donné, l'aide a été votée avec retard, les livraisons vont arriver avec retard et c'est aussi de ça qu'ils pâtissent.
Mais certains disent, voilà, nous, si on nous promet de nous battre dans de bonnes conditions avec des réserves de munitions et aussi avec cette rotation qui malheureusement n'a pas été mise en place, ça pourrait changer la donne. Il y a même des femmes de personnes potentiellement mobilisables qui disent, voilà, moi, est-ce que je veux voir partir mon mari ? Pas forcément, mais je comprendrais qu'il parte et je peux soutenir la démarche, mais qu'il parte dans de bonnes conditions. Et c'est vraiment toute cette aide qui manque. Et puis effectivement, le manque d'anticipation. Alors on peut se demander si quand ils doivent lutter contre des drones, est-ce qu'ils ont le temps de construire ces fortifications dont tout le monde dit qu'elles ont manqué et qui sont moins bons que les Russes dans ce domaine, ou qu'ils anticipent moins. Mais voilà, la population... Elle demande aussi, c'est peut-être aussi un cri d'appel à nous, à l'Occident, de dire aidez-nous davantage. Cette séquence-là l'est certainement. Quand Volodymyr Zelensky dit c'est très difficile mais c'est sous contrôle, Vincent Crouzet, pour vous, c'est quoi ? C'est de la méthode Coué ou il est lucide, Volodymyr Zelensky ? Parce qu'en fait, la question qu'on se pose tous très clairement, c'est est-ce que là, il y a un vrai risque d'effondrement général ? Finalement, c'est ça. Non, mais je pense qu'il est totalement lucide. D'abord, il faut souligner son courage. Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui seraient terrés dans leur bunker dans la capitale. Là, il ne va pas très loin de la ligne de front. Il va à Kharkiv, qui est ciblé, avec son état-major projeté. Donc ça, quand même, il faut le souligner. Il a tout de même une audace et une allure folle dans ce conflit. Ensuite, je voulais juste dire un mot pour accompagner l'émotion de Tatiana tout à l'heure. Un conflit, c'est avant tout, en fait, une somme de destins individuels qui sont chavirés. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et chaque destin sur cette terre est égal. Donc moi, je me mets à la place de tous ces gens qui quittent leur maison, leurs animaux, leurs amis qui ont décidé de rester, etc. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier quand on en parle. On parle de chiffres, on parle de terrains perdus, gagnés, etc. Et c'est important d'avoir des témoignages comme celui-ci et comme cette femme qu'on entendait tout à l'heure. Alors je suis désolée que ça ait provoqué chez vous cette énorme émotion, mais en même temps, ça nous permet aussi de comprendre la réalité humaine, quoi. Et encore une fois, que ce soit côté russe ou côté ukrainien, d'ailleurs. Vous montrez très bien Charline et Charlotte au cours des derniers jours, et certainement Thomas dans les prochaines heures. Concernant la lucidité de Zelensky, oui, il est lucide d'ailleurs comme cette jeune combattante. D'ailleurs, c'est à mettre, je pense, à l'actif en fait des Ukrainiens, de la démocratie ukrainienne. C'est que dans l'armée ukrainienne, en fait, on s'exprime en pleine conscience et en lucidité devant les caméras, tant sur les forces que sur les faiblesses. Et en pleine liberté. Et sur les forces et les faiblesses, je pense que Zelensky est tout à fait lucide. Maintenant, tout de même, il avertit depuis 3 ou 4 mois ses alliés occidentaux sur les risques de basculement, notamment sur cette frontière. Masser 30 000 hommes derrière cette frontière, ça se voit. Tous les services de renseignement occidentaux l'avaient observé par l'espace, donc à travers le renseignement spatial. Il est absolument incroyable que rien n'ait été anticipé sur cette poussée brutale des Russes le long de cette frontière nord. D'ailleurs, même les Ukrainiens eux-mêmes disaient, on les voit à côté de la forêt de Kremina, à l'arrière. Je me souviens, ça fait effectivement plus de 6 mois qu'on dit, eux nous disaient même 100 000 hommes, et les renseignements américains disaient, attendez, on n'en voit pas autant. Donc c'est vrai que... Mais bon, après, l'explication que donne Tatiana, elle est certainement, ils n'ont pas évité de protéger leur ville de Kharkiv par plaisir. Ils n'ont pas eu les moyens de le faire. Ils n'ont pas eu les ressources suffisantes, sans doute. Et puis peut-être qu'il y a eu une forme de désorganisation aussi. Si je me réfère aux images, confiance, ou je sais pas. Si je me réfère aux images qui ont été diffusées sur LCI il y a quelques semaines, je rappellerai quand même qu'on voyait bien que des tranchées étaient mises en place autour de Kharkiv. Donc c'est bien qu'il y a eu des tranchées qui ont été mises en place, qu'un système de défense aurait été établi, ou alors c'était que des images. Donc on revient à peut-être une incompétence d'un général ou d'un commandant militaire à Kharkiv qui ne s'est pas assuré que tout se passe comme il fallait. Est-ce qu'ils peuvent, pardon, je vais y aller un peu franco, général, mais il nous reste peu de temps. Est-ce qu'ils peuvent renverser la vapeur, là, si effectivement les armes arrivent vite, ils récupèrent 1 ou 2 patriotes pour protéger Kharkiv, etc. Mais Kharkiv, je ne pense pas que Kharkiv ne soit menacé en tant que tel. C'est pas 350 km², puisqu'on parle de km², 350 km², plus d'1 million d'habitants. On ne sait pas combien il y a de soldats ukrainiens, mais je pense aux alentours de 10 000, en gros, 10-12 000, en gros, plusieurs brigades. Je ne vois pas comment les Russes pourraient mettre en danger réellement la ville elle-même. Mais les repousser les Russes, est-ce que c'est possible pour les Ukrainiens ? Vous avez la base arrière à Kharkiv, et puis est-ce que ces brigades qui sont là pour défendre la ville sont en mesure de faire une contre-attaque ? Je crois qu'il y a des contre-attaques qui ont été citées, mais des contre-attaques peut-être du niveau de la compagnie, peut-être pas forcément au niveau du régiment, mais peu importe. La question est de savoir, effectivement, s'ils sont en mesure de le faire, et ça, on n'est pas capable de le dire aujourd'hui, mais est-ce que ça vaut la peine ?
Parce que peut-être faut-il mieux défendre la ville que d'aller chercher le combat plus au nord. Puisque vous parlez de défendre la ville, ces images, elles viennent de nous parvenir. C'est le QG des forces armées ukrainiennes à Kharkiv qui vient d'être bombardé. On vient de recevoir ces images-là. On en reparle évidemment dans les minutes qui viennent. C'est typiquement ça. C'est typiquement ça la problématique et que effectivement une batterie patriote là, elle peut éviter ce genre de choses. Tout dépend quelle frappe a eu lieu, parce que là, on arrive quand même avec des frappes peut-être d'artillerie aussi qui ne seront pas arrêtées par les patriotes. Oui. Les patriotes tirent pour les avions au loin et tout, donc voilà, c'est difficile à dire. Dans tous les cas, nous sommes bien dans une bataille. Nous sommes la bataille pour Kharkiv en fait. Alors on en reparlera longuement. On joindra évidemment Thomas qui est avec Thibaut Bruck du côté de Kharkiv. Il y a Charline également et Charlotte qui sont sur place. Donc tout ça, on vous donne évidemment les infos dès qu'on les a au fur et à mesure sans aucun problème. Les Ukrainiens, ceci dit, ripostent et on va en parler dans une minute parce qu'ils ripostent toujours au même endroit.